et pragmatisme, on doit se poser la question des fondations. Alors, le Togo s'affirme sur la carte de la tech africaine. Nous devons comprendre le terrain du jeu. Au-delà du simple accès à Internet, comment définiriez-vous concrètement l'écosystème digital togolais aujourd'hui? Alors, merci beaucoup pour la question. Ça fait plaisir de se retrouver quand même sur la chaîne nationale et de débattre d'un sujet assez pertinent. Avouons que il y a quelques années en arrière, ce que nous constatons aujourd'hui n'était pas possible. Quand nous on a commencé à l'époque, dans les 2012-2013, c'était compliqué peut-être de se connecter, c'était vraiment très très compliqué. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'avènement des opérateurs sur le marché et la mise en place des dispositifs et des infrastructures, nous remarquons qu'il y a quand même le taux de connectivité quand même qui a augmenté, qui s'est amélioré. Donc aujourd'hui, avoir tout simplement la connectivité des jeunes sur les réseaux sociaux et de l'engagement, on peut noter que aujourd'hui l'écosystème est prometteur et est très dynamique. Je profite pour dire, quand on parle d'écosystème digital, nous parlons de l'ensemble de tous les éléments aujourd'hui qui contribuent, qui sont interliés autour du secteur numérique. Ça prend en compte et les consommateurs, les entreprises, les opérateurs qui sont sur le terrain et aussi les infrastructures qui contribuent à ce que l'accessibilité des produits numériques soit à la portée de tous. Merci beaucoup. Parfait. L'histoire de Paisy Togo, c'est un exemple de succès dans la tech togolaise. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce projet et, plus important encore, quelles problématiques ou quels besoins précis du marché digital togolais votre solution vient-elle combler? Ok, merci madame Je vous en prie. pour l'opportunité. Effectivement, Paisy s'est imposé pendant ces derniers temps sur le marché, surtout de l'événementiel. Et le déclencheur phare de notre projet est le besoin qu'avaient les consommateurs, les organisateurs d'événements et les commerçants à trouver des solutions pour leur permettre de vendre, d'acheter ou bien de soutenir même des personnes. Et donc c'est sur ce besoin-là que nous nous sommes basés pour faire ce projet. Aussi, on va dire aussi, c'est la conscience collective. Le Togolais aujourd'hui est prêt à payer en ligne, à commander en ligne. Donc le Togolais est prêt à débourser de l'argent pour avoir ce genre de solution. Donc c'est aussi un point sur lequel nous nous sommes basés pour proposer notre solution. Donc on peut dire que le besoin était vraiment réel. Oui. Merci. Didier, le digital est souvent présenté comme une chance pour les jeunes, mais concrètement, quelles sont les premières portes qu'il ouvre aujourd'hui au Togo? Alors, tout naturellement, il faut noter que l'objectif majeur autour des canaux digitaux, c'est quand même de permettre aux jeunes d'avoir accès à l'information, de se faire former, de tirer des relations profitables pour eux et aussi de se vendre sur les réseaux. Donc aujourd'hui, la première porte, c'est la formation. L'avènement de Internet a permis aux jeunes aujourd'hui de lutter contre tout ce qui est injustice sociale en termes d'éducation. Donc un jeune qui se retrouve peut-être d'apparence quelque part peut avoir accès à certaines certifications et n'est pas forcément obligé de se retrouver dans une salle de cours, peut-être à Harvard ou bien en France quelque part. Donc au-delà de la formation, il y a tout naturellement l'auto-emploi et l'entrepreneuriat numérique. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes arrivent à gagner de l'argent en postant des choses sur les réseaux sociaux. Moi, je me rappelais qu'on postait beaucoup de choses, on touchait des commissions sur les ventes. Et aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux, les jeunes arrivent à nouer des partenariats avec des marques, avec des entreprises, et ce qui leur permet de sortir en quelque sorte la tête de l'eau et de prendre en charge leurs besoins. Donc les opportunités sont nombreuses, mais c'est toujours important d'insister sur le fait qu'il faut quand même qu'il y ait une formation de base, qu'il y ait quand même assez de connaissances, assez de culture. Peu importe le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez entreprendre, c'est important quand même de vous former. Nous sommes à une époque où beaucoup de jeunes veulent se faire une place à travers Internet et c'est important quand même d'avoir des objectifs précis avant de se lancer dans les activités qui sont liées au numérique. D'accord, merci beaucoup. Parfait, vous avez lancé une startup tech dans un environnement parfois jugé difficile. Qu'est-ce qui vous a poussé à croire que le digital pouvait être votre tremplin?
Alors, c'est une très belle question. Effectivement, notre écosystème est assez compétitif et c'est mon amour, ma passion pour la technologie, le digital en général, qui m'ont maintenu à pouvoir toujours chercher encore plus à innover, à trouver des solutions. Il faut dire que le digital, c'est quelque chose d'exceptionnel. Avec juste un portable, un PC et beaucoup de créativité, on arrive à faire des projets qui touchent des milliers de personnes. Et donc, c'est vraiment ça qui a été mon moteur dans Donc, cet est-ce qu'on peut dire écosystème. que celui qui n'a pas une curiosité poussée ne peut pas réussir dans ce secteur? Non, au contraire. Avec rien, la personne peut commencer. Il suffit juste qu'il soit un peu curieux, qu'il s'intéresse au digital et tout de suite, ça peut changer sa vie. D'accord, merci. Didier, on parle souvent des métiers du digital. Concrètement, si un jeune Togolais souhaite se former ou se positionner sur ce marché, quelles sont les 5 compétences digitales les plus recherchées et les plus porteuses d'avenir pour les 3 à 5 prochaines années? Voilà. Alors, parlant de compétences, on en a nombreuses, mais je vais insister quand même sur quelques-unes pour permettre aux jeunes de pouvoir se positionner sur le marché de l'emploi dans les 3 et 5 prochaines années. Aujourd'hui, nous nous connectons sur plusieurs canaux digitaux, nous laissons des traces, nous laissons des informations et tout cet ensemble est appelé aujourd'hui les données. Le marché des données va exploser d'ici quelques années, donc c'est important pour les jeunes de s'intéresser à ce que nous appelons les données. Aujourd'hui, nous parlons du métier de data analyst. Ce sont des personnes qui sont censées de recueillir les données, de les archiver et de permettre aux entreprises de faire usage de ces données pour mieux réussir leur campagne de publicité, de mieux cibler les consommateurs. Au-delà des données, il y a tout naturellement la cybersécurité. Aujourd'hui, beaucoup de canaux qui sont développés ont besoin des spécialistes qui s'occupent de la question de la sécurité. Comment nous arrivons à nous connecter sur les canaux digitaux? Est-ce que c'est safe? Est-ce qu'on est exposé peut-être aux arnaqueurs? Comment on arrive quand même à mettre en place des dispositifs pour pallier à toutes ces problématiques liées à la sécurité? Donc, c'est important de s'intéresser à la cybersécurité. Autre chose également, c'est le développement web. S'il n'y avait pas de développeurs, nous n'aurons pas aujourd'hui des applications et des sites web sur lesquels nous nous renseignons, bien sur lesquels nous vendons certains produits. Donc, c'est important aussi de s'intéresser au développement web et aussi à la programmation. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Il y a aussi ce que nous appelons l'expérience utilisateur. Donc, il y a les UX designers aujourd'hui qui arrivent à développer des interfaces pour permettre aux consommateurs de faire de belles expériences utilisateurs. Et pour finir, tout naturellement, nous parlons beaucoup de communautés en ligne aujourd'hui. Il y a aussi des personnes qui doivent s'occuper de ces communautés, permettre à ces communautés de pouvoir interagir l'un avec l'autre et de vraiment vivre une expérience digitale épanouissante. Donc, oui, le community management a de très beaux jours devant, donc c'est important pour les jeunes de s'intéresser aussi au community management. Et le sujet phare en tendance en vogue, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Dans les années à venir, il n'y aura pas de secteur qui ne soit pas affecté à l'IA. Donc c'est important pour les jeunes de aussi se faire former dans tout ce qui est IA. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de suivre des formations dans les centres, dans les écoles ici. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de la publicité, mais il y a beaucoup de centres, beaucoup d'entités aujourd'hui qui donnent des formations avec des certifications à la clé. Mais il y a aussi des cours de base gratuits. Oui. Mais beaucoup de jeunes ne sont pas au courant dans les open classes. Oui, il y a par exemple Google qui offre beaucoup de formations gratuites et aussi des certifications. Vous pouvez vous renseigner. À l'époque, on parlait de Coursera. Il y a aussi les open classes mises en place par certains sites. Peut-être après, on aura l'occasion de partager ces informations. Voilà. Merci beaucoup. Notre thème cet après-midi est clair, le digital est un moteur. Mais un moteur n'est utile que s'il peut franchir les collines et les ravins. Parfait. Parlons des terrains difficiles. Quel obstacle majeur avez-vous rencontré en tant que jeune entrepreneur et comment le digital vous a aidé à les surmonter? Oui, effectivement, lorsqu'on est jeune entrepreneur, surtout dans notre écosystème, on fait face à certaines difficultés. Au départ, lorsqu'on a démarré notre projet,
on faisait face à des problèmes de connaissances parce qu'on ne connaissait pas bien notre marché. Euh, on recevait les besoins, mais on n'avait pas compris comment les implémenter, comment permettre vraiment à nos utilisateurs de pouvoir en jouir comme il le faut. Ce problème de connaissance-là, on a su aller le chercher en nous ouvrant aux autres, en se faisant accompagner également par des experts. Et voilà, donc il y a aussi tout ce qui concerne le côté administratif. Ce n'est pas évident pour un jeune entrepreneur de maîtriser tous les rouages. Donc l'important, c'est quand même de se faire accompagner. Voilà. Merci, parfait. Pour nos téléspectateurs qui se demandent comment transformer leur connexion en salaire, ce jeune homme que vous allez découvrir dans ce reportage a trouvé la réponse. Il s'agit de David Banka, un étudiant en informatique qui n'attend pas son diplôme pour entreprendre. Un exemple concret que le digital est bien un moteur d'opportunité. Voici le portrait de notre étudiant entrepreneur tech. Voici David Banka. À seulement 19 ans, il est à la croisée des chemins. En troisième année de licence mathématiques informatique, il prépare son avenir en intelligence artificielle. Mais il ne patiente pas. Aujourd'hui, il est déjà un jeune entrepreneur qui transforme son code en solutions concrètes. Au début, j'avais juste l'envie de coder. Dans ma tête, c'était juste coder. Et j'ai vu que c'est fascinant parce que je pouvais créer quelque chose à partir d'une simple idée. Et j'ai continué sur cette lancée où j'ai eu mon premier client. On m'a appelé dans une entreprise où j'ai créé un projet qui les a fascinés et je continue toujours jusqu'à aujourd'hui. En même temps, il y a des cours et des examens. C'est ça, en fait, la réalité d'un informaticien. On ne peut pas dire que, bon, il y a le code, il y a les examens, dire, bon, je laisse les examens pour le code. Dans la tech, la vraie compétence, c'est la flexibilité. Genre, tu es dynamique partout. Lorsque tu es dynamique ici, tu es ici. En fait, les entreprises te veulent, en fait. C'est avec cette dynamique que j'arrive à gérer mon travail, les cours, les examens. Sa réponse est claire. Le code nourrit sa logique et la start-up est son laboratoire d'impact. Mais l'entrepreneuriat a vite confronté la théorie à la réalité. Le client préfère une solution fonctionnelle rapide plutôt qu'une perfection trop lente. Le jeune ingénieur doit devenir un entrepreneur obsédé par la valeur ajoutée immédiate. Je me souviens d'un moment où j'ai travaillé sur un projet. En fait, le projet était parfait. Et lorsque j'ai rendu le projet, on m'a dit non, c'est très bien, mais c'est pas ce que je voulais. Ça m'a choqué parce que j'ai pris le cours que j'ai appliqué à cette partie. Disons, c'était réel. La théorie, c'est un guide, mais la pratique, c'est le terrain mouvant, en fait. Avec ce que j'ai appris là-bas, j'ai essayé de travailler pas seulement en voyant le cahier, mais travailler sur le terrain. Qu'est-ce que le client veut? J'essaie de lui créer ce qu'il veut. Est-ce qu'il aime? Non. Il y a des modifications, oui. Ce que j'ai compris, c'est que le cours, c'est un guide, mais il faut improviser, s'adapter aux besoins des clients pour les satisfaire, en fait. Avec son projet, David Banka vise loin. Dans les 5 prochaines années, je vois ma startup Devens comme une grande entreprise parce que, disons, on a commencé des projets d'intelligence artificielle, de machine learning, d'avancées éducatives. Et je pense que si on continue comme ça, on peut changer la tech togolaise et transformer le Togo en pôle technologique en Afrique de l'Ouest. Une vision validée par ses clients. Nous avons rencontré Ghislain Kodjo, un acteur du conseil et de l'entrepreneuriat qui lui a fait confiance. J'ai connu le jeune talent, M. Tavel, à travers les réseaux sociaux LinkedIn et j'ai apprécié dans un premier temps sa réactivité et ce qui m'a permis en fait de prendre contact avec lui. Et donc dans un premier temps, nous avons développé le site web d'abord du cabinet et il y avait déjà des projets en fait qui sont en cours. Et je lui ai fait part de ces projets et il m'a dit voilà qu'il pourrait intervenir en fait sur ces projets, notamment en dehors de la création du site web de l'entreprise. Nous avons une plateforme d'e-learning aujourd'hui pour les entreprises et le dernier projet que nous avons développé, il s'agit de la plateforme de test de langue anglaise. Et je peux vous rassurer que c'est l'une des toutes premières plateformes aujourd'hui que nous disposons sur le marché togolais.
qui permettent aux jeunes étudiants et également aux professionnels de pouvoir passer des tests de niveau gratuitement, plus rapidement, plus qu'ils se prouvent. Donc, je peux dire que l'outil développé par ce jeune, en fait, non seulement au niveau administratif, nous fait gagner du temps, et également facilite aujourd'hui l'obtention de ces certificats à nos étudiants et aux apprenants qui sont au Togo, et tant bien même au-delà du Togo, en fait. Ce partenariat prouve que la jeunesse togolaise fournit des solutions adaptées aux réalités locales, rendant le conseil plus précis et amplifiant l'impact sur l'écosystème entrepreneurial du pays. L'histoire de David Banka est un signal fort pour toute la jeunesse. Le digital est la plateforme idéale pour créer leurs propres opportunités. En passant de la salle de cours au marché du travail, il confirme que le digital est bien le moteur d'opportunités pour la jeunesse togolaise. Merci pour ce reportage inspirant. Parfait, cela fait écho à votre parcours. Nombre de jeunes diplômés nous disent que l'université ne les a pas préparés aux réalités du marché digital. Dans votre parcours, quelle a été la compétence numérique clé que vous avez été obligé d'apprendre sur le tas et que vous auriez aimé maîtriser plus tôt? La compétence clé que j'ai dû apprendre sur le tas, c'est le management. Okay. Comment manager les équipes, comment manager son entreprise. Voilà, et aller chercher les informations nécessaires pour continuer à innover et solutionner les problèmes des clients. Ok, merci beaucoup. Didier, beaucoup de jeunes utilisent les réseaux sociaux sans stratégie. Comment transformer un simple usage quotidien en véritable levier d'opportunités professionnelles? Alors, tout d'abord, il faut comprendre que pour parler d'opportunités professionnelles, il faut comprendre comment fonctionne la cible et les consommateurs et la communauté togolaise. Aujourd'hui, pour un jeune X, posez-vous la question, qu'est-ce que les Togolais veulent, par exemple? Quels sont les besoins des Togolais? Donc, c'est à travers ces besoins-là que vous allez concevoir des solutions numériques pour leur soumettre, par exemple. Au début, nous, on avait retrouvé des entrepreneurs qui avaient des besoins, ils ne savaient pas comment gérer, par exemple, leur communauté en ligne. Donc, nous, à l'époque, on a commencé avec le community management, c'est-à-dire on gérait les pages des clients. Donc, X entrepreneur n'a pas le temps de gérer sa page Facebook. Vous avez les compétences en termes de gestion de communauté. Donc, vous lui proposez votre service et en retour, cet entrepreneur-là vous paie quelque chose. Au-delà de ça aussi, aujourd'hui, il y a le marketing d'influence qui est en vogue. Donc, plus vous avez un certain nombre d'abonnés, vous avez l'opportunité de parler des produits, des marques sur vos canaux réseaux sociaux et en retour, ces marques ou bien ces entreprises-là peuvent vous payer. Donc, c'est important aujourd'hui de se questionner sur les besoins qu'éprouvent les consommateurs avant de leur proposer des solutions. Et c'est en cela que vous allez créer des opportunités professionnelles pour vous-même. Et il faut parler également de LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau social professionnel numéro 1 au monde, c'est au Togo. Vous voulez un nouvel emploi, c'est important de soigner par exemple votre présence sur LinkedIn, de faire de telle sorte que quand un employeur, ou bien votre futur employeur, ou bien un recruteur tombe sur votre profil LinkedIn, que cette personne-là soit séduite par rapport à ce que vous proposez. Et c'est important de vous questionner comment je prends la parole sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'incarne en termes de valeur sur les réseaux sociaux. Tout cela contribue à votre plus-value pour que demain, des personnes puissent vous offrir des opportunités professionnelles. Donc, c'est très important de savoir comment se vendre. Très important. Se vendre sainement sur les réseaux sociaux. Quel type d'image véhiculer également. Une compétence, je ne dis pas une nouvelle, mais qui est en vogue actuellement, c'est l'ingénierie en prompt. Oui, l'usage efficace des IA. Générer les prompts, c'est de concevoir par exemple des scénarios, des tests et de soumettre à une intelligence artificielle pour vous faire ressortir le résultat. Avec des mots précis. Avec des mots précis. Et comme on le dit, il y a toujours l'école qui rattrape dans la gestion par exemple des prompts. Donc, quand vous regardez des vidéos de chats qui suscitent de l'émotion sur les réseaux sociaux, c'est parce que des personnes derrière ont généré des prompts avec des tests et des mots clés, des mots précis. Donc, c'est de là part toute l'ingéniosité à générer des prompts, par exemple. Donc, c'est important
de se cultiver, parce qu'il y a beaucoup de cultures. Générer des prompts, par exemple, qui suscitent de l'émotion, de l'attention, c'est parce que vous savez... Qui accrochent et qui sont percutés. Effectivement, c'est parce que vous avez déjà une idée de la culture, de type de message véhiculé, par exemple, dans une communauté musulmane que dans une communauté chrétienne, par exemple. Donc, il y a beaucoup de travail à faire derrière pour continuer par faire la différence sur les réseaux sociaux et en faire une opportunité professionnelle. Certainement, le mot prompt est un mot nouveau pour beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment. Alors, prompt, c'est lié avec l'avènement de l'IA. Si vous prenez ChatGPT, par exemple, pour que ChatGPT puisse vous générer une image, ou bien une vidéo, ou bien autre IA que vous prenez, vous devez soumettre une interrogation qui est constituée de textes avec des orientations bien précises. Et c'est ce dispositif que nous appelons prompt, par exemple. Voilà. Donc, prompt, c'est lié à la spontanéité. C'est de gérer un truc et qui sort au même moment par rapport à la demande. Et l'orthographe de prompt, c'est P-R-O-M-P-T. Oui. Et plus vous êtes précis dans la question que vous posez à l'IA, plus vous avez des réponses assez pointues qui vont intéresser votre communauté. Ça, c'était entre parenthèses. Je me tourne vers Parfait. Parfait Payzy Togo est une solution numérique. Comment votre projet illustre-t-il la capacité des jeunes Togolais à inventer des réponses locales grâce au digital? Ouais. Aujourd'hui, on est quand même assez fiers de notre projet parce qu'on a su toucher beaucoup d'organisateurs d'événements, beaucoup de commerçants. On a participé à plein d'événements. Et ça illustre notre capacité à être résilient en tant que jeune entrepreneur, notre capacité à proposer des solutions, à innover et malgré les difficultés, à sortir l'épingle du jeu. Merci beaucoup. Didier, le coût des données et l'accès à l'équipement restent des freins. Selon vous, quelles sont les mesures phares que l'État, les opérateurs ou la société civile devraient prendre pour que le digital soit véritablement inclusif et profite à la majorité de la jeunesse, y compris en zone rurale? Alors, je pense que c'est une question assez pertinente qui revient souvent. Il faut notifier qu'il n'y a que récemment que nous avons franchi la barre des 3 millions d'utilisateurs d'Internet au Togo sur une population à presque 9 millions d'habitants, un taux de pénétration à plus de 37%. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le taux de connectivité au Togo. Et les fractures numériques sont sans cesse présentes et existantes. Et donc, c'est important de revoir en quelque sorte le taux de connectivité. Pourquoi pas rendre l'accès gratuit dans certaines zones, sauf que c'est un défi collectif. Ce n'est pas un travail qui revient uniquement à nos gouvernants, mais aussi revient aux opérateurs, également aux professionnels que nous sommes acteurs. Donc, il y a un rôle de sensibilisation qui nous convient également. Il y a aussi ce rôle d'infrastructure du dispositif à mettre en place. Donc, plus l'État met en place un espace, plus l'opérateur peut investir, mettre en place des dispositifs pour permettre aux jeunes de se connecter. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de travailler ensemble, de constituer une chaîne pour faciliter l'accessibilité à Internet aux jeunes dans les milieux ruraux. Il faut noter que si aujourd'hui nous arrivons à payer 100 francs par jour pour se connecter au Wi-Fi, un jeune quelque part n'a pas ces 100 francs-là. Donc c'est important de rendre l'accès gratuit à ce jeune-là, peut-être jusqu'à un moment donné, quand ce jeune commence par travailler, il peut même s'offrir Internet de manière payante. Donc c'est important de prendre en compte tout cet aspect social qui n'est pas forcément lié à l'aspect pécuniaire. C'est très important puisqu'en matière de développement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion. Oui. Donc, il faudra qu'on prenne aussi en compte les besoins de la jeunesse rurale. Oui. Les opportunités qui sont accessibles aux jeunes en vie grâce à Internet peuvent l'être également aux jeunes, ou bien doivent nécessairement accessibles également aux jeunes qui sont dans les zones rurales. Moi, je me rappelais, par exemple, à l'époque où on avait campus et Wi-Fi campus, c'était facile et accessible d'usage. Avec votre code, bien votre numéro d'étudiant, vous avez accès à une connexion Internet. Dieu merci, à l'époque, il y a beaucoup de choses qu'on a suivies comme formation qui ont contribué à la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc, je me dis, c'est important de rendre l'accès gratuit à certaines catégories de jeunes dans certains milieux ruraux pour permettre à ces jeunes de suivre également les opportunités qui sont disponibles pour eux. Merci beaucoup. Votre avis sur la question? Parfait. Oui, je trouve qu'on doit vraiment investir
dans tout ce qui est infrastructure. Et comme l'a dit Didier, miser sur la sensibilisation, la formation. Pourquoi pas mettre des centres d'incubation dans des milieux ruraux pour Ça, c'est une idée assez éduquer. pertinente. Exactement, pour éduquer la population à petit les amener au même niveau que les autres 3 millions d'abonnés actuels. Parce qu'on a des fois, je dis des fois, l'impression que la jeunesse rurale est en marge de tout ce qui se passe dans les zones citadines. Oui, c'est une réalité. Et sans toutefois aussi ignorer qu'il y a quand même des efforts Beaucoup d'efforts. qui sont en train d'être faits. Moi, j'apprécie beaucoup les efforts de certains opérateurs dernièrement. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais Pour que ça ne soit pas de la voilà, gratuite. mais c'est important de le dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je lance un appel à tous les acteurs. Je pense que nous avons un rôle majeur en tant que professionnels du monde numérique de continuer par sensibiliser, de continuer par interpeller toutes les personnes qui sont liées à cette chaîne de valeur autour du numérique, qu'il y a forcément des jeunes quelque part qui se sentent oubliés et à qui chaque année on doit faire le déplacement pour aller vers eux et leur apporter les informations nécessaires. Même si c'est pendant les vacances, 2-3 semaines, je crois que ça serait important. Effectivement. Merci. Didier, l'argent des investisseurs ne va que là où, c'est sûr, vous le savez, en matière d'entrepreneuriat. Si on veut attirer les capitaux et protéger nos jeunes créateurs, quelles sont les 3 priorités législatives ou réglementaires que vous estimez urgentes pour sécuriser et accélérer l'innovation dans la tech togolaise? Alors, j'ai beaucoup apprécié les efforts qui sont faits récemment par rapport à l'achat des PME. Mais aujourd'hui, il est important quand même d'arriver à dissocier les réalités que rencontrent aujourd'hui les startups. Une startup, c'est une entreprise naissante, une jeune entreprise qui n'a pas forcément le modèle économique d'une entreprise classique. Donc, c'est traditionnelle. Donc, c'est une entreprise qui fonctionne sur un modèle économique à l'échelle exponentielle. Donc, dans les premières années, elle rencontre beaucoup de difficultés pour faire du chiffre d'affaires. Donc, l'exposer, par exemple, à des clauses de taxes, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est quelque chose qui affaiblit beaucoup les investisseurs. Donc, c'est important aujourd'hui d'évoluer vers des lois qui régissent le fonctionnement des startups. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts. Selon les dernières informations, il y a beaucoup d'interrogations auprès de ceux qui travaillent sur le vote des lois. Mais disons-le, les startups ont besoin aujourd'hui de leur charte spécifique à eux. Il est important aussi de notifier que pour que les investisseurs puissent venir chez nous et investir, on doit continuer par mettre en place des dispositifs qui les séduisent, qui les permettent de venir. Saluons quand même les efforts. Récemment, il y a la grande rencontre sur les innovations technologiques qui a été organisée. Il y a beaucoup de startups togolais qui ont été portées. Et plus tard, ils vont aller représenter le Togo dans des instances internationales. Il faut notifier également qu'il y a Togo Tech qui a été lancé récemment, qui regroupe aujourd'hui les 15 meilleures startups avec un chiffre d'affaires avoisinant dans les 2-3 milliards annuels. Donc, c'est quand même des informations importantes aujourd'hui qu'il faut apprécier. Donc, et le dire ainsi, c'est bien, mais continuer par porter tous ces jeunes aujourd'hui qui représentent l'écosystème numérique, c'est de s'assurer que ces jeunes puissent se sentir entourés, protégés et portés par tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne numérique. Donc, la législation précise qu'il faut servira à les accompagner et assurer leur évolution jusqu'à ce qu'ils puissent avoir le format réglementaire. Effectivement. Une petite précision, par exemple, dans certains pays, quand vous êtes CEO d'une start-up, on s'assure que les investisseurs qui arrivent ne prennent pas la possession totale, par exemple, du start-up. On s'assure que la start-up est détenue en majorité par les fils du pays, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui protège à ce que demain, la start-up ne devienne pas, par exemple, totalement pour des étrangers ou bien pour des investisseurs qui ne sont pas forcément d'ici. Donc, ça, par exemple, c'est quelque chose qui protège les jeunes à créer de la richesse de manière locale et à contribuer à l'essor de l'économie locale, par exemple. Donc, il y a beaucoup de détails qui rentrent en jeu. Donc, c'est quelque chose qui concerne, je le dis, je le précise, qui concerne spécifiquement les réalités des startups. Ça n'a rien à voir forcément avec les PME, les PMI, mais les startups, comme je l'ai dit, leur modèle économique fonctionne à l'échelle exponentielle. Donc, la plupart du temps, ils sont exposés à la mobilisation de fonds, au lever de fonds
pour permettre d'évoluer vers des groupes, d'évoluer vers un modèle économique plus classique. Mais au départ, ils ne fonctionnent pas comme ça. Donc, c'est important de les comprendre, de les écouter et de mettre en place des dispositifs. Mais ça doit être fait autour des lois pour que ces startups-là soient plus enclins à porter des projets innovants. Et il faut le dire également, si nous arrivons à mettre en place ces dispositifs, ça va faciliter l'innovation, ça va faciliter aussi la créativité. Ben, on ne va pas espérer d'un jeune, je dis n'importe quoi, de 19 ans, de 18 ans pour payer des taxes à hauteur de millions pour un début. Mais on peut l'accompagner à lever des fonds de milliards parce que quand on lève des fonds de milliards, il y a l'État aussi qui profite, qui en bénéficie, il y a la communauté qui en bénéficie. Donc, c'est tout un paramètre. Peut-être plus tard, on pourra revenir sur d'autres sujets liés aux startups de manière précise. Merci beaucoup, parfait. Vous avez suivi ma discussion avec Didier. Vous êtes au cœur de la réalité dont nous parlons. Vous pensez quoi de la question? Oui, effectivement. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été lancées, d'idées qui ont été lancées dans le sens de permettre aux startups de pouvoir s'épanouir. Et moi, je pense également à tout ce qui est cybersécurité, à tout ce qui est protection des données à caractère personnel, sensibiliser les entreprises à savoir comment déclarer leurs données. Et également, je pense aussi à tout ce qui est paiement en ligne, le e-commerce. C'est vraiment important qu'on puisse vraiment fédérer, qu'on puisse vraiment améliorer notre écosystème de paiement. C'est ça qui nous va permettre aussi d'aller chercher des fonds, même à l'extérieur. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'idées, d'actions qui sont lancées par le gouvernement et par les sociétés privées dans ce sens. Et félicitations. Et je crois que la cybersécurité doit être de mise. Oui, de mise, c'est important de le dire. Nous parlons de digital, tout le monde, on défend le fait que tout le monde puisse avoir accès, mais il faut aussi prendre en compte tout ce qui est mesures de sécurité autour. Exactement. Et aussi, comme il a dit, tout ce qui est lié aussi aux données à caractère personnel. Il faut noter que on peut citer ANSSI, par exemple, on peut citer ARCEP, on peut citer aujourd'hui une nouvelle instance des données à caractère personnel. Récemment, ils ont réuni des jeunes au palais des congrès gratuitement pour sensibiliser, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et on doit continuer par interpeller encore les entités, les opérateurs sur le sujet pour permettre à ce que tous les jeunes aient les informations nécessaires. Ça leur éviterait également beaucoup de déviance en ligne. Merci Didier. Si vous deviez convaincre un jeune qui doute encore de se lancer dans le digital, quel serait votre argument choc en une phrase? Alors, lancez-vous parce que la persévérance sera votre plus grand allié. Si vous me permettez, récemment, j'étais aux États-Unis lors d'un grand programme prestigieux du département américain qui s'appelle IVLP, International Visitor Leadership Program. Je me suis retrouvé avec des jeunes qui avaient comme moi plus de 10 ans d'expérience professionnelle et qui créaient de l'impact dans leur communauté grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Donc c'est pour dire que si vous démarrez aujourd'hui, la persévérance sera votre plus grand allié. Dans quelques années, vous deviendrez une référente dans votre secteur d'activité. Donc, ne négligez pas les faibles commencements. C'est important de démarrer quelque part et de vous améliorer au quotidien, de faire la collaboration, de côtoyer les meilleurs. Et pourquoi pas, vous deviendrez le prochain Elon Musk ou bien le prochain parfait académique de l'écosystème. En plusieurs phrases, j'ai dit une phrase, en plusieurs phrases. Donc, parfait sera obligé de le dire en plusieurs phrases aussi. Oui, j'ai l'habitude de dire que la tech en Afrique n'est qu'à son début, son commencement. Et il y a encore beaucoup d'opportunités. Le terrain est encore vierge. Donc, à toi, jeune frère qui veut te lancer dans la tech, ton idée aujourd'hui peut être ton futur demain. Donc, lance-toi dès maintenant. Parfait, Didier, je vous remercie pour ces échanges fructueux. Avec vous, nous retenons que la création d'une plateforme par un entrepreneur doit impérativement s'adosser à une stratégie digitale solide, car en ligne, créer ne suffit pas, il faut savoir vendre et se protéger. Je vous rappelle que Parfait Semakade est le fondateur et promoteur de Payzy, une plateforme polyvalente qui révolutionne à la fois le commerce électronique et l'organisation d'événements digitaux. Et Didier Kissodé est consultant en marketing digital.
Avant de nous séparer, nous devons retenir que le digital n'est pas seulement une technologie, c'est une chance, une ouverture vers l'avenir. Nos invités l'ont montré avec audace, stratégie et créativité. La jeunesse togolaise peut transformer le numérique en véritable tremplin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine.